à tous, d'être là un soir à 18 h. Bravo, je vois votre intérêt. Alors je vais, partager, mon écran pour pouvoir, démarrer. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui? Alors on y va. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la préparation, des élèves, au DALF, C1 et C2 et pour cela, eh bien, il faut, connaître les épreuves du DALF, C1 et C2. Discriminer, le niveau, C1 du niveau C2, comprendre les grilles d'évaluation des productions écrites et orales et comprendre ce que l'on attend du candidat. Je vous donnerai aussi quelques conseils et des suggestions d'activités à faire en classe. Donc, ce webinaire devrait durer, 1 heure environ et ensuite, vous pourrez me poser les questions que vous voudrez. Alors, si vous regardez, déjà le tableau des épreuves du DALF C1 et C2, d'emblée, vous voyez une différence entre ces 2 niveaux puisque, le C1, pour le C1, on évalue comme pour le DELF, 4 compétences sur 25 points chacune: la compréhension de l'oral, la compréhension des écrits, la production écrite et la production orale. Mais vous voyez que pour le DALF C2, eh bien, ces compétences, sont croisées, hein, sont imbriquées et on va évaluer, donc 2 grandes parties sur 50 points, compréhension et production orale, hein, qui sont en même temps et compréhension et production écrite. Alors pourquoi ce choix de la part de France Éducation Internationale? Eh bien, c'est pour montrer la capacité des candidats C2 à traiter des documents encore plus longs, encore plus complexes et donc à effectuer des tâches de compréhension, de production et de médiation encore plus élaborées, qu'au C1. D'où cette différence. Le cadre européen commun de référence pour les langues qualifie, l'utilisateur C, d'utilisateur expérimenté et nous allons voir un petit peu les différences entre, le C1 et le C2. Alors pour la compréhension de l'oral, l'usager, C1, il peut comprendre une intervention d'une certaine longueur sur des sujets abstraits ou complexes, même hors de son domaine et il, comprend une gamme étendue d'expressions idiomatiques et de tournures courantes. Mais, l'usager C2 va encore plus loin puisqu'il peut comprendre sans effort, hein, j'insiste sur ce mot, sans effort, pratiquement toute langue orale, en direct ou enregistrée, si le débit est naturel. Concernant la compréhension des écrits, l'usager C1 peut comprendre une grande variété de textes, des textes longs, des textes complexes, et il va les comprendre dans le détail. Et au C2, on va encore plus loin puisque l'usager C2 peut comprendre presque toute forme d'écrit, des écrits très riches en expressions familières, et de quelle manière? Eh bien, de façon critique, en appréciant de subtiles distinctions de style et en appréciant aussi bien le sens implicite qu'explicite. Concernant, la production orale, l'usager C1 peut s'exprimer avec aisance et spontanéité, presque sans effort, avec une petite nuance, presque sans effort, en argumentant de manière convaincante, avec aisance, spontanéité et pertinence. L'usager, C2, lui pourra exprimer à l'oral avec précision des nuances fines de signification. Il pourra gérer avec assurance un questionnement même hostile, hein, et il pourra réfuter avec diplomatie les contre-arguments, hein. C'est vous dire la nuance, et le la souplesse, demandée, au niveau C2. Pour la production écrite, l'usager C1 peut écrire des textes clairs, élaborés et bien structurés sur des sujets complexes et il saura intégrer des arguments secondaires, des justifications, des exemples pertinents pour parvenir à une conclusion appropriée. Donc vous voyez, on est encore quand même au C1 dans un cadre académique. Or au C2, vous avez en rouge le mot qui va aussi, différencier les 2 niveaux, c'est le mot style, hein. C'est-à-dire qu'au C2, l'usager peut écrire des textes clairs, limpides et fluides comme au C1, mais dans un style approprié et efficace et dans le mot style aussi, il y a derrière toute la souplesse demandée, au niveau C2.
Alors vous voyez que, monsieur C2, eh bien lui, vous le voyez, il est à l'aise, sans effort. Voilà les mots-clés, il comprend l'humour, il comprend les allusions, il exprime de fines nuances de sens, il s'exprime dans un style approprié, il sait donner une appréciation critique et il réfute avec diplomatie. Alors même si ce monsieur C2 est très fort et qu'on aimerait bien le voir à la cuisine, il existe quand même encore un niveau supra C2, hein, donc c'est pas non plus, le C2, il y a encore, des erreurs qui peuvent être commises, hein. On peut supposer par exemple qu'un écrivain, un traducteur ont des niveaux, au-delà du niveau C2. Donc le niveau C2, c'est pas la perfection, hein. Il faut aussi relativiser ce niveau C2. Alors nous allons commencer donc, par le DALF, C1 et nous allons, voir, les 4 compétences. Nous allons commencer par celle de compréhension, de l'oral. Et donc vous voyez que, le candidat, C1 va, entendre, un document long 2 fois, hein, il y a 2 écoutes et puis plusieurs brefs documents, radiodiffusés, avec une seule écoute. Donc ces documents, il faut savoir que ce sont des documents, authentiques, hein, qui ne sont pas réenregistrés et on va, évaluer la capacité du candidat. Alors dans le document long, eh bien, on va évaluer la capacité du candidat à comprendre en profondeur le contenu d'un oral authentique d'une certaine longueur, hein, de 6 minutes environ. Et dans l'exercice 2, eh bien, on va évaluer sa capacité à comprendre de manière plus globale les documents authentiques. Alors, comprendre en profondeur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va, en fait, mesurer 3 niveaux de compréhension. Une compréhension globale, c'est-à-dire, l'objectif, du document, les informations essentielles, le sujet, la nature, la fonction, l'enjeu. Et puis, on va aussi demander au candidat une compréhension plus détaillée, où il doit repérer certaines informations précises. Et puis, enfin, une compréhension fine, où on va lui demander de repérer le point de vue des personnes, des auteurs, les informations qui sont à mettre en relation, le ton, hein. Et ça, voilà, donc il y a toujours ces 3 niveaux de compréhension, en tout cas pour l'exercice 1, qui est plus long. On aura toujours, différents types de questions, des questions ouvertes, des QCM et par exemple ici sur la question ouverte sur 2 points, eh bien le correcteur pourra pondérer la note, hein, c'est-à-dire attribuer 0 ou 0,5 ou 1 ou 1,5 ou 2 suivant, la clarté et la précision, de la réponse du candidat. Pour la compréhension, des écrits, le, candidat C1 devra répondre à des questionnaires de compréhension qui portent sur un texte d'idées, hein, littéraire ou journalistique de 1000 mots environ. En général, c'est un journalistique, hein, en général. Donc ce sont des documents écrits longs et complexes, hein, qui comportent une prise de position et ou un argumentaire lié à un débat sur un sujet d'actualité, hein. Il ne s'agit pas de documents, descriptifs, mais argumentatifs et donc plus complexes évidemment, où, il y aura une position, des auteurs qu'il faudra, identifier. Là aussi, on a différents types de questions, des QCM, des questions ouvertes et des questions vrai-faux, où le candidat, doit, justifier en recopiant une phrase ou une partie du texte. Alors là aussi, on va évaluer 3 niveaux de compréhension. La compréhension, globale, avec toujours, le sujet, la nature, la fonction, l'enjeu. La compréhension détaillée, où le candidat doit repérer des informations, dans les textes et une compréhension fine, où par exemple, on peut lui demander ici, en compréhension de l'écrit, bah, d'expliciter, des points de lexique, hein, par exemple le titre de l'article, mais en contexte bien sûr. Et c'est là où on voit aussi la compréhension fine. Est-ce que dans ce contexte-là, le candidat comprend, l'expression ou le titre, donné de l'article? Alors je vais rappeler, 4 règles des compréhensions orales et écrites. Alors, comme pour le DELF, hein, les erreurs de morphosyntaxe ne sont pas sanctionnées.
toujours dans la limite de la compréhension, bien sûr. Si on ne comprend pas, si le candidat a compris, on ne pourra pas attribuer, les points. Mais ici, on, vérifie la compréhension, donc on ne sanctionne pas les erreurs de morphosyntaxe. Le candidat pourra répondre sous forme d'un mot, d'un chiffre ou d'un groupe de mots, mais bien sûr, au niveau C1, très souvent, on lui demande, d'expliquer, et donc il devra en passer, bien sûr, par des phrases et qui devront être nuancées et précises, hein. Et pour les exercices de vrai-faux, le candidat obtient la totalité des points si le choix vrai-faux et la justification sont corrects, sinon le correcteur ne pourra pas attribuer, le point les points. Et le candidat doit recopier une phrase du texte pour justifier sa réponse. C'est-à-dire s'il reformule, s'il explique avec ses propres mots, le correcteur ne pourra pas lui attribuer les points, puisqu'il s'agit de mesurer la capacité du candidat à repérer dans les textes la phrase qui va justifier, sa réponse. Nous allons passer maintenant à la production écrite, hein, du DALF C1. Donc, le candidat doit faire 2 exercices qui sont évalués sur 12 points et demi chacun. Alors d'abord une synthèse à partir de plusieurs documents, d'une longueur totale d'environ 1000 mots. Alors plusieurs documents, c'est-à-dire c'est 2 ou 3 documents, hein, c'est jamais plus de 3 et jamais moins de 2, hein. Et il doit, comme deuxième exercice, faire un essai argumenté à partir, du sujet, des documents de la synthèse. Je vais m'arrêter plus particulièrement aujourd'hui sur cet exercice de synthèse qui, je sais, pose problème pour, de nombreux professeurs qui préparent, les élèves au DALF, C1. Alors cette synthèse, donc on a ici, par exemple, 2 documents et on peut en avoir 3. Et en fait, qu'est-ce qu'une synthèse? Eh bien, il faut fondre ces, documents en un seul texte organisé, et ce n'est pas une tâche facile. Donc qu'est-ce qu'il faut faire d'abord pour une synthèse? Il faudra d'abord identifier la problématique commune, au document. De quoi, relève c'est le problème posé par, les documents. Ça, c'est un point fondamental. Si la problématique n'est pas posée au départ, la synthèse va partir de travers. Donc ça, c'est très important et ça demande quand même une certaine maturité. Et puis ensuite, il faudra restituer les idées essentielles, des documents, des 2 ou 3 documents, mais sous la forme d'un seul texte organisé, hein. Il ne s'agit pas de résumer le texte 1, puis de résumer le texte 2. Donc il faut ce qu'on appelle croiser les textes, et ça aussi, c'est une difficulté. Donc les idées essentielles doivent être croisées. Bien sûr, il faudra reformuler ces idées. Il ne faudra pas reprendre des passages entiers des documents. On pourra reprendre les mots-clés, mais il faudra reformuler avec ses propres mots. Et il ne faudra pas altérer les idées des documents. Donc, il faudra bien comprendre les documents. Et bien sûr, comme il s'agit d'une synthèse, eh bien, il y a un nombre de mots qui est précisé, et ce nombre de mots, voilà, il doit être compris entre 200 et 240. Exactement, à un mot près. Donc si on regarde la grille d'évaluation qui reprend, la compétence pragmatique et compétences linguistiques que nous avions déjà, au DELF, mais vous voyez qu'ici la compétence pragmatique, eh bien c'est 7 points, alors qu'on va évaluer la compétence linguistique sur 5 points et demi. Donc c'est vous dire aussi que, la difficulté de cet exercice qui repose donc en grande partie sur une méthodologie, et donc il faut bien comprendre ce qu'il faut faire. On va, comme pour le DELF, revoir quels sont les niveaux de performance avec lequel, le correcteur va évaluer, cette production. Comme pour le DELF, eh bien, la colonne non répondue, production insuffisante, elle sera cochée si le candidat ne répond pas, hein, copie blanche, ou ne produit pas suffisamment, c'est-à-dire moins de 50 des mots demandés, ou fait une production qui relève du niveau linguistique d'un niveau N-2. Donc en l'occurrence ici, si elle relève d'un niveau B1. En dessous du niveau ciblé, le correcteur
cochera cette colonne si le candidat n'est pas en mesure de démontrer les compétences attendues dans le niveau ciblé. Au niveau ciblé, il y a 2 niveaux, le niveau C1 depuis l'entrée du niveau C1 jusqu'à une maîtrise moyenne et au niveau C1+, eh bien, si le candidat satisfait pleinement la majorité des éléments du niveau. Alors nous allons passer en revue, ces, critères pour vous expliquer comment le correcteur va évaluer chacun de ces critères. Alors on va commencer, donc vous voyez ici que, hein, le correcteur n'attribue pas une note mais bien un niveau. Alors nous allons commencer par le respect de la consigne de longueur. Donc vous voyez ici aussi que les correcteurs disposent du tableau de descripteurs de performance pour justement harmoniser les notes entre les correcteurs, puisque c'est un document cadre qui permet de bien voir qu'est-ce qui correspond en dessous du niveau ciblé, qu'est-ce qui correspond au niveau ciblé C1 ou C1+. Alors, le respect de la consigne de longueur. Donc, le correcteur va attribuer 0 ou 0,5 selon si le nombre de mots est inférieur à 200 ou supérieur à 240. Hein, il suffit de dire 199 mots, ça fait 0. 241 mots, ça fait 0. D'accord? Et si le nombre de mots est bien compris entre 200 et 240, eh bien, le correcteur attribuera 0,5 points. Par contre, s'il y a une longueur excessive et ce n'est pas rare de trouver des synthèses où le candidat produit plus de 300 mots, hein, donc c'est largement trop. Donc ici, le candidat non seulement aura 0 au respect de la consigne de longueur, mais heu, le correcteur ne pourra pas lui attribuer le niveau C1 ou le niveau C1+, hein, donc automatiquement il aura 0 ou 1 point seulement à la réalisation de la tâche synthèse. Dans l'excès inverse, c'est-à-dire moins de 50 des mots, c'est-à-dire 99 mots ou moins, donc là, il y a un manque de matière évaluable et là, le correcteur, bien, doit cocher 0 sur tous les critères. C'est une norme de France Éducation internationale. Passons maintenant au respect de la règle d'objectivité fondamentale dans une synthèse. Donc ici, bien, le correcteur va vérifier si le candidat ne donne pas d'éléments extérieurs au texte, hein, s'il n'y a pas des contresens, des interprétations de la part du candidat, s'il n'y a pas certaines altérations des informations des textes. Et là, par exemple, la difficulté des candidats, ce que l'on constate, c'est que souvent l'objectivité, eh bien, elle est trahie parce que, les candidats, ils veulent être concis et puis alors ils prennent des raccourcis, mais des mots en fait, qui à l'emporte-pièce, que j'appelle moi à l'emporte-pièce, c'est-à-dire qui exagèrent. Et donc qui interprète le texte et donc là, on ne pourra pas attribuer la totalité des points à cette règle d'objectivité. Je vous donne des exemples. Alors, vous n'avez pas les documents d'origine, donc il est pour vous difficile d'apprécier. Mais regardez ici le mot utilisé par les candidats. Pendant les dernières années, on observe une augmentation considérable des établissements et des programmes. Bien, ce mot considérable est une exagération, tout comme l'est aussi l'adjectif énorme de l'exemple suivant. Pendant les dernières années, le genre cinématographique du documentaire a vu un développement énorme. Et ce mot énorme, vous voyez, est maladroit. Le fruit de tel travail dur est extraordinaire selon les recherches. Là encore, ce mot extraordinaire exagère et trahit le texte. Donc, les suggestions d'activités à faire en classe pour travailler cette règle d'objectivité, eh bien, l'exercice de synthèse doit passer d'abord par une compréhension en profondeur des documents. Et vous pouvez, par exemple, faire des phrases qui vont traduire une partie du texte et vous leur demandez de dire quelle est celle qui traduit le mieux ce que dit le texte. Alors, dans une phrase, eh bien, vous allez mettre justement un mot comme ça qui exagère. Et puis vous allez, mettre peut-être une phrase un petit peu trop vague et puis une phrase, qui sera bien nuancée, précise et il faut qu'ils voient eux-mêmes en observant, ce qu'on attend, d'eux et eux-mêmes qu'ils sentent eux-mêmes par des exemples que vous allez leur donner, ce qu'ils doivent, faire ou ne pas faire. Ou par exemple aussi, vous pouvez donner, des résumés à partir d'un texte, hein, sans parler même de synthèse. Vous donnez 3 résumés et vous leur demandez
quel est des 3 résumés, celui qui est le plus, fidèle à l'article et bien sûr, il faudra qu'ils expliquent pourquoi, hein. Donc ils repèrent tout ce qui trahit le texte, en fait. Voyons maintenant le critère de la réalisation de la tâche, donc la synthèse en elle-même et donc là, on va voir, 2 points, on va vérifier 2 points. Est-ce que le candidat a présenté la problématique commune des documents? Hein, dire est-ce qu'elle est présente cette problématique et est-ce qu'elle est bien formulée? Est-ce qu'elle est de qualité? Est-ce qu'elle est assez précise? Est-ce qu'elle n'est pas trop vague? Est-ce qu'elle n'est pas à côté de la plaque? Et je répète, cette problématique est un point très important pour bien démarrer une synthèse. Et ensuite, eh bien, le correcteur va vérifier si, le candidat restitue les informations clés des documents. Alors il ne faut pas oublier d'informations clés et il faut aussi un équilibre entre, l'exploitation des textes, hein. Parce que, vous allez le voir, on constate plusieurs, problèmes chez nos candidats. Alors souvent la problématique est mal cernée, alors elle est trop vague ou elle est maladroite. Donc là encore, il faut, essayer de travailler cette problématique. Vous allez par exemple, imaginer plusieurs titres et vous allez leur demander de choisir quel est le titre qui va définir le mieux la problématique et pourquoi. Ou, vous faites une synthèse et vous enlevez ce premier paragraphe où le candidat doit, justement définir la problématique et vous lui demandez de compléter cette synthèse par ce premier paragraphe qui va poser la problématique. En tout cas, il faudra toujours qu'il en passe, de manière, progressive et pas directement, lui demander de faire une synthèse qui est un exercice complexe. Vous pouvez aussi lui suggérer de formuler toujours la problématique sous forme de question. Peut-être que pour lui, ce sera plus simple ensuite de pouvoir répondre à cette question. Là, je vous donne des exemples. Alors évidemment, vous n'avez pas les textes, mais bon, par exemple, se voir décerner le prix littéraire le plus célèbre est-il une garantie de qualité? À quelles conditions les compagnies aériennes low cost réussissent-elles à défier toute concurrence? Doit-on avoir seulement une perception négative du stress? Je pense que c'est une bonne manière d'aborder une synthèse que de formuler une problématique sous forme de question. Et ensuite, on demandera au candidat de répondre à cette question qu'il aura posée dès le début. Ce que l'on constate aussi, trop souvent, c'est que, quand il y a par exemple, 2 documents, l'un des 2 n'est pas, est peu traité, voire pas du tout traité. Et donc très souvent aussi, le correcteur justifie, l'évaluation en disant: «Il manque plusieurs idées, essentielles» et ça, c'est très souvent qu'en fait, le candidat oublie certaines idées, principales et ça, évidemment, on va le sanctionner. Donc là encore, il faudra y aller de manière, progressive et peut-être lui demander de compléter, une synthèse. Alors par exemple, vous allez enlever, les idées du texte 2. Ils devront repérer quelles sont les idées qui manquent. Ou vous retirez 2 idées, une idée du texte 1 d'une idée du texte 2. Ou vous enlevez un paragraphe, il devra compléter à l'aide des 2 textes cette, synthèse. Qu'est-ce qu'il manque? Quelles sont les idées qui manquent? Ou vous donnez, une synthèse, mais avec un seul des documents du départ et vous leur demandez à travers cette synthèse, quelles sont les idées qui sont contenues dans le deuxième document. Donc vous voyez, en fait, il suffit et il faudrait essayer de les faire jouer comme ça avec les textes, sans leur demander d'emblée, hein, de faire cette synthèse, mais de jouer d'abord. Il faut qu'ils observent, il faut qu'ils se frottent à ce qu'on leur demande, à ce qu'on attend d'eux. Bien sûr aussi, il y a le problème de la concision et donc là, il faut, essayer de travailler, cette concision en classe en leur demandant, de reformuler des passages tirés de leur production, alors voilà, vous allez dire la même chose mais avec moitié moins de mots, voilà. C'est comme un jeu, on va essayer de dire la même chose mais il faudra la moitié, des mots pour dire, la même idée. Et donc comme ça, les habituer toujours à essayer d'être plus concis. Alors je voulais aussi vous faire cette remarque suivante parce que je suppose que sinon vous m'auriez posé, la question. Le candidat peut commencer sa synthèse en faisant explicitement allusion au document, hein. L'exemple: «Les documents traitent de ta, ta, ta». Alors même s'il peut le faire, notre recommandation est
qu'il fasse directement une introduction sur la problématique retenue, sans parler, de documents. C'est-à-dire, il faut dire au candidat: «Tu es l'auteur», tu t'exprimes directement. Tu n'as pas besoin de dire: «Les documents traitent de», puisque tu es l'auteur et tu dis directement les choses. Parce que si vous voulez, même si ces formules-là, en fait, sont tolérées, enfin sont admises, le problème, c'est qu'elles consomment des mots, elles mangent des mots sans apporter d'informations, et c'est pour ça qu'après, si le candidat, il est limité dans le nombre de mots, il va peut-être oublier certaines idées ou ne pas pouvoir mettre certaines idées parce que beaucoup de mots seront déjà mangés par ces formules qui, finalement, n'apportent rien. Donc notre recommandation, c'est de dire directement, les choses. Si l'on regarde, ici les descripteurs de performance pour ce critère de réalisation de la tâche, synthèse, vous voyez que pour en dessous du niveau ciblé, eh bien, on dit que le candidat, il peut introduire sa synthèse, il sait introduire sa synthèse, mais il omet d'expliciter le thème commun au texte, hein, c'est-à-dire qu'il omet, d'expliciter la problématique, ou alors il identifie une problématique, erronée. Il sait aussi restituer, quelques informations, mais il omet de relever, les informations, par exemple, de l'un des textes. Au niveau ciblé, C1, le candidat, bien, il peut identifier le thème commun des textes, mais malgré, hein, un manque de clarté. Il y a quand même un manque de clarté. Une restriction donc, et puis il, restitue la majorité des informations clés, mais il y a quand même quelques omissions, ponctuelles et un léger déséquilibre au niveau de l'exploitation des textes. Et au niveau C1+, eh bien le candidat, il peut introduire avec clarté et précision le thème commun des textes. Il restitue avec concision et efficacité l'ensemble des informations clés des textes. Donc là, tout est parfait. Voilà, vous voyez ce cadre-là qui, aide les correcteurs dans leur travail d'évaluation. Voyons maintenant, la forme, hein, donc la cohérence et cohésion, et donc là, le correcteur va vérifier, 4 points. Est-ce que le candidat organise les informations sous forme d'un plan personnel, structuré, hein, c'est-à-dire c'est un plan personnel et non pas une juxtaposition des textes, hein, puisqu'il doit croiser les textes? Est-ce qu'il propose une mise en page aidante et est-ce qu'il utilise une ponctuation, facilitante? Vous voyez qu'ici, il n'y a pas, nos fameux, connecteurs, qu'on a toujours l'habitude de trouver, sous cette compétence de cohérence et cohésion. Bien parce que si vous voulez, au niveau de la synthèse, on n'exige pas au candidat l'utilisation systématique de connecteurs. S'il en met et qu'ils sont bien utilisés, ils seront valorisés. Mais si vous voulez, la synthèse est un exercice tellement contraignant qu'en fait, du moment qu'il y a un plan personnel, qu'il n'y a pas de juxtaposition des textes, qu'il y a une mise en page aidante et que le texte se lit, de manière fluide, on ne va pas sanctionner le candidat qui n'introduira pas, de connecteur. Alors la difficulté, les difficultés des candidats pour ce critère, eh bien c'est, souvent, le manque de clarté ou de pertinence, du plan. Donc là aussi, il faudra essayer d'aller d'abord observer, les articles. Voilà, cet article, par exemple, peut être divisé en 3 parties, dites-moi lesquelles, est-ce que, vous pourriez aussi mélanger les paragraphes d'un article pour demander, aux élèves de reconstituer le puzzle du texte, repérer les grandes parties, de donner un titre, hein, en un seul mot à chacune de ces parties. Pourquoi est-ce qu'il y a, ces 3 parties? Pourquoi elles sont différentes les unes des autres, hein? Donc, voilà, le titre permettrait d'identifier, ce que le rôle de chacune des parties. Ou vous pouvez aussi, proposer 3 propositions de plan pour une synthèse et demander aux candidats, de définir celle qui, leur semble la plus pertinente et toujours, d'expliquer pourquoi. Pour le lexique, eh bien, le correcteur va vérifier si le candidat possède un vaste répertoire lexical, parce que le candidat, ne devra pas reprendre les informations du dossier, mais doit
les reformuler. Alors, il pourra réutiliser les mots-clés, mais il doit apprendre à reformuler les informations du dossier. Et bien sûr, l'orthographe lexicale doit être exacte. Alors, très souvent, malheureusement ici aussi, on constate que les candidats réutilisent trop systématiquement le lexique des documents sans reformuler. Et là aussi, il faut qu'ils apprennent à reformuler le lexique des documents. Et donc pour ça, peut-être les habituer à relever des mots, des expressions qui reprennent les idées clés des textes. Là, par exemple, bon, dans un article qui parlait, un des mots-clés, c'était la hausse excessive du marché des biens immobiliers. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut relever comme mot-expression qui signifie cette hausse excessive? Eh bien, voilà, j'ai relevé la flambée des prix, où les prix ont littéralement flambé. Les prix sont arrivés à un pic, l'envolée de l'immobilier, des niveaux de prix extrêmes. Voilà, vous voyez ce genre de reformulation, ils peuvent apprendre à observer avant eux-mêmes de produire, ces reformulations. Enfin, pour la morphosyntaxe, vous savez qu'au niveau C1, le candidat donc doit maintenir constamment un haut degré de correction. Les erreurs doivent être rares et sont difficiles à repérer. Donc, ils doivent faire preuve d'une grande souplesse dans l'élaboration de ces phrases en utilisant des structures variées lui permettant de varier la formulation. Effectivement, s'il a un bon niveau de langue C1, il pourra beaucoup plus facilement reformuler de manière souple. Alors, ce que l'on constate dans nos synthèses, souvent, c'est un manque d'élaboration des phrases, un manque de variété des structures et donc peut-être aussi là, mais ça, vous savez sûrement, faire, sur, l'élaboration des structures, peut-être leur demander à partir de certains éléments de rédiger une seule phrase complexe, hein, les habituer à rédiger des phrases, complexes ou faire reformuler des passages de production en construisant des phrases plus complexes syntaxiquement. Alors attention, pour, le lexique et la morphosyntaxe, le candidat va être sanctionné s'il utilise les mots-clés des textes. Il peut réutiliser les mots-clés des textes, pardon, mais s'il cite des passages entiers. Donc vous voyez que dans le cas où le candidat reprendrait sans les remanier des passages entiers des documents, plus des 3/4 du texte final, le correcteur doit attribuer 0 aux critères lexique et morphosyntaxe, puisqu'il n'y a plus de matière évaluable, puisque ce n'est plus la matière du candidat, mais c'est recopier des textes. Donc attention, il faut vraiment apprendre à reformuler. Conclusion sur cet exercice de synthèse, donc vous voyez que c'est un exercice complexe, hein, qui implique non seulement une excellente maîtrise des outils linguistiques, mais aussi la mise en œuvre d'une méthodologie spécifique. Donc, un cours de préparation à la synthèse ne peut pas démarrer par l'élaboration d'une synthèse. Quelquefois, je vois des collègues qui démarrent un cours de préparation à la synthèse directement par une synthèse, c'est pas possible. Il faut y aller progressivement, hein, en jouant avec les articles, l'observation, de compléter les synthèses, de compléter avec un titre, enfin, voilà les exemples que j'ai pu donner maintenant. Mais être capable de faire une synthèse, ça ne peut venir qu'en fin de parcours. On ne peut pas d'emblée savoir faire une synthèse. Vous savez que pour le DALF, C1, en raison notamment de cet exercice de synthèse, nous recommandons, que les candidats aient au moins 16 ans. Parce que même si un enfant de 12 ans peut se présenter au DALF C1, ça demande quand même une certaine maturité et nous pensons que, des adolescents qui n'ont pas encore 16 ans, après il y a des cas, hein, mais c'est quand même un exercice qui demande une certaine maturité et c'est difficile, pour un être, jeune. Alors nous allons passer maintenant au deuxième exercice écrit, du DALF C1, l'essai argumenté, donc aussi sur 12 points et demi. Donc il s'agit de vérifier si le candidat est capable de produire un écrit formel de type argumentatif de 250 mots minimum, hein, sur la même thématique que les documents proposés dans la synthèse, hein, pour la synthèse. Et le candidat doit s'adapter à une situation de communication précise puisque nous sommes
dans la perspective actionnelle et donc il s'agit bien d'une tâche. Donc voilà, 2 exemples, de sujets d'essais d'ALPH C1. 1er exemple, sur un forum du site internet de votre université, vous écrivez un article pour convaincre les étudiants de ne pas jeter leurs appareils électroménagers ou électroniques en panne ou démodés, mais de les donner à une association de votre ville qui leur offre une seconde vie. Vous illustrerez votre argumentation par des exemples concrets. Deuxième exemple, en lisant un magazine d'actualité, vous apprenez l'existence d'un projet visant à réduire le nombre de langues actuellement enseignées dans le système scolaire. Vous écrivez une lettre ouverte au ministre de l'Éducation pour présenter votre point de vue sur cette question de manière argumentée. Vous insistez notamment sur les avantages de connaître différentes langues et sur la nécessité d'encourager leur apprentissage dans le système éducatif. Ce sujet, ma foi, est vraiment d'actualité en ce moment. Et voilà pourquoi je l'ai choisi. Alors, ce qu'il faut faire avec nos élèves, eh bien, c'est leur faire repérer le type d'écrit, le statut social qu'ils vont devoir endosser pour écrire cette production, à qui ils écrivent, hein, le statut de leur destinataire et les actes de parole qu'ils devront mettre en œuvre. Alors, si on regarde nos 2 exemples, le type d'écrit, eh bien, dans le premier exemple, c'est un article sur le forum du site internet de l'université. Et dans le deuxième exemple, c'est une lettre formelle, hein, puisqu'il s'agit d'une lettre au ministre de l'Éducation. Le statut social à endosser par le candidat. Dans le premier exemple, le candidat est un étudiant, hein, puisqu'on parle de son université. Et dans le deuxième exemple, eh bien, il écrit en son propre nom. Quel est le statut du destinataire? Eh bien, dans l'exemple 1, le candidat écrit aux étudiants, hein, à ses camarades étudiants. Et dans le deuxième exemple, il écrit au ministre de l'Éducation. Et les actes de parole à mettre en œuvre. Dans le premier exemple, il doit convaincre les étudiants de ne pas jeter leurs appareils électroménagers ou électroniques, mais de les donner à une association en donnant des exemples. Et dans le deuxième exemple, eh bien, il devra euh, donc insister sur les avantages de connaître différentes langues et sur la nécessité d'encourager leur apprentissage dans le système éducatif. Voilà. Donc, il faut vraiment que le candidat sache exactement dans quelle situation pour placer sa langue et savoir ce qu'il va dire, je suis qui, je m'adresse à qui et pourquoi faire. Donc, vous voyez ici qu'il y a un équilibre entre la compétence pragmatique sur 5 points et la compétence linguistique sur 5 points, hein, et ensuite la compétence socio-linguistique sur 2 points et demi. Voyons, pour la réalisation de la tâche, le correcteur, eh bien, il va vérifier si le candidat respecte le type d'écrit, hein, dans nos exemples. Est-ce qu'il écrit bien un article? Est-ce qu'il élabore une réflexion personnelle et convaincante? Parce que bien sûr, il pourra prendre des idées qu'il tirera des documents de la synthèse, mais il doit élaborer une réflexion personnelle, avec des idées personnelles. Et il doit donc trouver des arguments, développer des arguments qui répondent à la problématique et illustrer son propos par des exemples. La difficulté des candidats ici, c'est souvent le manque d'apport personnel. On l'avait déjà vu pour le DALF, c'est souvent quelque chose qui revient. Le candidat, trop souvent, se contente de reprendre les idées des documents de la synthèse. Et donc, il faut qu'il apprenne à réfléchir, à trouver des idées. Donc, il faut qu'il lise, hein. Ça, c'est sûr que notre candidat C1 devra lire, passer par des lectures, mais aussi des échanges avec les camarades, hein, vous pouvez faire des brainstorming, enfin, des remue-ménage avec la classe pour trouver des idées. Et puis, il faudra aussi qu'il apprenne à aller plus loin. Quels sont les problèmes qui sont liés à ce thème? Il faut aussi qu'il apprenne à aller plus loin que ce que disent les documents. Donc, on a vu le fond, maintenant on va voir la forme. Pour la cohérence et cohésion, le correcteur va vérifier
Donc si, le candidat produit un discours organisé, cohérent, structuré, s'il parvient à une conclusion pertinente et cette fois, oui, contrairement à l'exercice de synthèse, il devra démontrer, qu'il maîtrise les outils d'organisation et d'articulation du discours. Et la mise en page, comme toujours, et la ponctuation devront être logiques et facilitantes. Très souvent, malheureusement, on observe une absence d'un fil conducteur. Donc là encore, il faudra en passer par l'observation d'articles, faire repérer la trame, hein, d'articles de journaux avec quels sont les connecteurs, pardon, qui sont utilisés. Et puis aussi peut-être de leur donner une trame et à partir de cette trame, ils doivent, rédiger, un essai, rédiger des idées. En tout cas, il faut passer par une observation avant de passer par une production. Pour cette, cohérence et cohésion, regardons, ce que disent les descripteurs, de performance. En dessous du niveau ciblé, eh bien, le candidat, il produit un texte organisé, mais il n'utilise que quelques articulateurs avec de légères ruptures de sens, avec des maladresses, sur le choix des connecteurs qui persistent et la ponctuation et la mise en page ne sont ni logiques ni facilitantes. Donc vous voyez très facilement si le candidat, n'utilise pas d'articulateur, n'organise pas bien son texte, très facilement, il va, être en dessous du niveau ciblé donc attention. Au niveau, C1, il va savoir produire un texte bien organisé et cohérent en utilisant une grande variété d'articulateurs, malgré quelques erreurs ponctuelles. Mais voilà, ce sont que quelques erreurs ponctuelles. Et la ponctuation et la mise en page seront logiques et facilitantes, malgré aussi là des maladresses ponctuelles. Mais ce sont seulement des maladresses ponctuelles, d'accord? Pour qu'on puisse attribuer le niveau C1. Au niveau C1+, eh bien, le candidat, il produit un texte clair, précis, fluide, bien structuré. Il utilise avec souplesse une grande variété d'articulateurs, bien sûr, qui viennent renforcer l'argumentation. Et la ponctuation et la mise en paragraphe sont logiques et facilitantes sur l'ensemble de la production. Donc là, c'est très bien. Voyons voir maintenant le critère de l'adéquation sociolinguistique, où le correcteur va vérifier si le candidat peut s'adresser à son interlocuteur de manière adéquate. Donc aux étudiants dans notre premier exemple, hein, et au ministre de l'Éducation dans notre deuxième exemple. Et est-ce qu'il peut adapter ce qu'il dit en tenant compte de l'effet à produire sur le destinataire? Est-ce qu'il va savoir, convaincre? Est-ce qu'il va savoir s'adresser à lui, de manière appropriée? Et est-ce qu'il le fait déjà? Est-ce qu'il y aura présence de cet effet à produire sur le destinataire? Parce que on constate là aussi que le candidat ne tient pas ou pas assez compte de son interlocuteur et là encore, je vous suggérerais d'en passer par, l'observation de ce qui de faire relever des expressions où, l'auteur va interpeller ses lecteurs, hein. Par exemple, c'est ce que j'ai mis en vert là dans ces exemples. Par exemple, ce stress environnemental est-il supportable à votre avis? Pensez-vous que l'on parle assez de ce type d'esclavage de nos jours? Il est près de chez vous, parmi nous. Voyez donc le vous, le nous qui va impliquer l'interlocuteur. Nous déplorons tous aujourd'hui un grave recul, Il ne s'agit plus pour notre planète de remettre en route des centrales. Ou alors vous pouvez aussi leur montrer que, à travers des questions rhétoriques aussi, ils s'adresseront à leur interlocuteur. Serions-nous insensibles? Nous allons donc passer maintenant à la production orale du DALF C1. Donc, que doit faire le candidat de DALF C1? Il doit faire un exposé à partir de plusieurs documents écrits et ensuite il y aura un débat avec le jury. Donc, le jury va prendre des notes à partir de l'exposé du candidat pour ensuite pouvoir lui demander de préciser, de nuancer ou d'aller plus loin.
Ici, vous voyez que la durée, est de 30 minutes, mais il faut savoir que c'est la durée maximale et que l'épreuve peut se terminer au bout de 20 minutes. Et le candidat a 1 heure de préparation et il a droit au dictionnaire monolingue français-français. Donc 1 heure de préparation vous indique déjà aussi le niveau d'exigence de l'exposé. 1 heure de préparation, c'est quand même beaucoup avec le dictionnaire, donc on demande quelque chose de vraiment élaboré et bien structuré avec, une réflexion personnelle. Donc, voilà des exemples de sujets. Les sujets sont normalement formulés sous forme de questions, hein. Peut-on développer sa capacité au bonheur? Agir dans une association, est-ce utile pour soi-même? Donc pour le candidat, il s'agira de répondre à cette question, hein. C'est le sujet de l'exposé, donc le candidat devra répondre au sujet, de l'exposé. Donc le candidat va tirer au sort 2 sujets, il en choisit un. Et pour, l'exposé, que doit faire le candidat? Donc il doit répondre à cette question, hein, qui est le sujet de l'exposé et mener une réflexion ordonnée sur ce sujet. Donc l'exposé comportera une introduction où il va présenter la problématique et annoncer le plan. Qu'est-ce qu'il va développer? Il faut qu'il prépare l'écoute de son examinateur. L'exposé va comporter aussi une conclusion appropriée et puis il va mettre en évidence quelques points importants, 3 ou 4 maximum. Et donc, que doit faire, le candidat avec, le dossier donc, hein, qu'il a avec lui pendant sa préparation? Eh bien, il doit exploiter le contenu en y puisant des pistes de réflexion, des informations, des exemples, mais comme toujours, vous le savez, il doit également introduire des commentaires, des idées et des exemples qui lui sont propres, afin de construire une véritable réflexion personnelle. Donc, il faut vraiment qu'il apporte des idées personnelles et pas seulement répéter les idées des documents. Pour, cette réalisation de la tâche, eh bien, l'examinateur va vérifier 4 points. Il va vérifier que, les éléments des documents déclencheurs qui auront été retenus par le candidat sont utilisés à bon escient. C'est-à-dire, est-ce que le candidat est aussi il a bien compris les textes, hein? Et est-ce qu'il va les utiliser, à bon escient pour servir son argumentation? Est-ce que le candidat, il a su dégager la problématique des documents avec clarté et précision? Est-ce qu'il a annoncé un plan? Est-ce qu'il a été capable de présenter son point de vue? Alors sur la problématique, bien sûr, avec des exemples personnels et aussi avec des idées qui sont issues de sa propre réflexion. Et puis ensuite, il va regarder aussi, la forme de cet exposé, hein. Là, si le candidat, il est capable de marquer clairement les relations entre les idées et de terminer son exposé par une conclusion qui est l'aboutissement de sa réflexion. Donc vous voyez, c'est un exercice aussi assez complexe, hein, qui dure de 8 à 10 minutes. Alors, voyons voir les difficultés des candidats. Alors, l'introduction maladroite, c'est un petit peu, hein, comme pour l'exercice de synthèse ou l'essai, bon, ça démarre pas toujours très bien et donc il faut quand même bien, au départ, savoir, cerner la problématique pour bien démarrer l'exposé. Et quelquefois, les candidats n'annoncent pas non plus, les points qu'ils vont développer. C'est pourtant important que de préparer l'écoute, de l'examinateur. Sinon l'examinateur, il ne sait pas par où, va aller le candidat. Donc là encore, vous pouvez, proposer une introduction à un exposé, hein, à vos élèves et leur demander quelle est celle qui leur semble la plus pertinente et il faut qu'ils justifient leur réponse, bien sûr. Donc observer aussi avant de produire, hein, ou à partir d'un sujet donné, eh bien compléter, un plan, hein. Vous leur donnez un morceau de plan, ils doivent le compléter et au fur et à mesure que le module de préparation passe, eh bien à la fin, ils doivent eux-mêmes faire, le plan, faire le plan en entier. Alors, quelquefois aussi, les candidats font un exposé trop court, hein. Le candidat doit parler pendant 8 à 10 minutes, c'est long, hein, donc il a 1 heure de préparation
Et donc il faut que son exposé, c'est justement on va mesurer sa capacité à savoir, faire un monologue suivi long, hein. C'est ça le niveau, C. Et malheureusement aussi, très souvent on le dit et là aussi pour l'exposé, il y a un manque d'apport personnel. Le candidat s'appuie trop sur les documents. Donc afin que le candidat ne s'appuie pas trop sur les documents, moi je vous suggérerais de demander au candidat, avant de lire les documents, à partir seulement du titre de l'exposé, vous demanderez à vos élèves de réfléchir sur le sujet. Avant de lire les documents, à partir du titre de l'exposé, ils doivent réfléchir et mettre déjà à plat toutes leurs idées. Et ensuite, ils vont lire les documents et enrichir toutes leurs idées. Hein. Et c'est comme ça aussi que leur, lecture va être, motivée. Ils vont vouloir trouver: «Est-ce que, je vais retrouver mes idées, dans les documents?» Et puis, avec un exposé que vous aurez enregistré trop court et bien, vous allez essayer d'enrichir ensemble, en classe, cet exposé avec trouver d'autres idées, d'autres exemples, élargir le débat, hein. Donc là encore, avant de produire, essayez déjà peut-être de travailler sur des exposés, heu, pour essayer d'enrichir ces exposés avant d'en faire un, de 8 à 10 minutes. La deuxième partie, l'entretien, donc après, l'exposé, bah, l'examinateur qui aura pris des notes va inviter le candidat à défendre son point de vue, à apporter des précisions, à nuancer, à confirmer ses idées, à élargir le débat. Et donc ici, le candidat doit démontrer qu'il est capable de réagir aux commentaires et aux contre-arguments avec aisance, spontanéité, pertinence pour défendre sa position de manière convaincante. Et cette partie dure une quinzaine de minutes. Ici, l'examinateur va vérifier 2 points essentiels. Il va vérifier si le candidat il est capable de préciser et nuancer ses propos à partir de ses questions, hein, à partir de ses contre-arguments. Est-ce que le candidat va être capable de défendre sa position, de faire des concessions, de rectifier? Et est-ce qu'il va être capable de prendre une part active dans le débat? Est-ce qu'il va être capable de rebondir, d'élargir le débat? C'est-à-dire d'ajouter, des éléments nouveaux pour éviter de tourner en rond. Et l'histoire de la part active, elle est importante. Parce que, eh oui, on constate que souvent le candidat, il est trop passif et il se contente en fait de confirmer ses idées sans aller plus loin, sans nuancer ou élargir le débat. Donc il faut vraiment dire, à vos élèves: «Vous n'êtes pas seulement candidat, vous êtes aussi individu qui défendez votre opinion et donc votre débat doit prendre la forme d'une véritable interaction». On va par exemple valoriser le candidat qui est capable de maintenir ou d'attirer l'attention de son auditoire avec des expressions du type: «Je suis d'accord avec vous, mais je vois ce que vous voulez dire. C'est vrai, c'est intéressant cette question, mais ta ta ta. C'est une question intéressante». Voilà, hein, par ce genre d'expression aussi, peut-être qui leur permet aussi de réfléchir, d'introduire ce qu'ils vont dire. Mais en tout cas, vraiment, dites-leur qu'ils ne sont pas seulement candidats à devoir répondre passivement aux questions. Non, ils sont individus et ils prennent des initiatives. Ils doivent prendre des initiatives. Regardons maintenant les, critères linguistiques, concernant les niveaux de performance. En dessous du niveau ciblé, pour le lexique, le candidat, il utilise correctement une gamme étendue de vocabulaire courant, mais les répétitions et les erreurs d'étendue de maîtrise sont fréquentes. Et pour la morphosyntaxe, eh bien, il a un bon contrôle grammatical, des structures syntaxiques complexes les plus fréquentes, mais il manque de souplesse et les maladresses et répétitions sont récurrentes. Au niveau ciblé C1, le candidat C1 possède un vaste répertoire lexical concret et abstrait, mais il y a encore des répétitions, des erreurs ponctuelles qui persistent, hein, des erreurs d'étendue de maîtrise.
Pour la morphosyntaxe, il fait preuve d'un haut degré de correction grammaticale malgré quelques erreurs ponctuelles. Il fait preuve de souplesse au niveau de l'élaboration de ses phrases, mais encore certaines structures peuvent être maladroites. Mais voyez, c'est là encore des erreurs ponctuelles. Et au niveau C1+, eh bien, le candidat possède un vaste répertoire lexical élaboré lui permettant de s'exprimer avec souplesse et précision. Il maintient un haut degré de correction grammaticale sur l'ensemble de la production. Il fait preuve d'une grande souplesse dans l'élaboration de ses phrases en utilisant des structures variées. Donc ici, aucune restriction. Et pour la maîtrise du système phonologique, alors ici, ce ne sera pas seulement l'intelligibilité du discours, l'articulation, la bonne prononciation, mais c'est aussi le candidat, voir si le candidat sait varier l'intonation et placer l'accent phrastique selon ce qu'il l'exprime, pour exprimer des nuances. Si vous voulez, on va sanctionner le candidat qui aura un ton trop monocorde et qui ne met pas en relief ce qui est important. Mmh. Donc le candidat doit aussi s'exprimer avec aisance et spontanéité, hein, presque sans effort. Et l'examinateur n'a aucun effort à fournir pour comprendre le candidat. Et voilà, pour le C1, nous allons maintenant passer au DALF C2. Et nous allons commencer par les exercices de compréhension et production orale. Donc ici, le candidat C2 doit faire 3 exercices. Le compte-rendu du contenu d'un document sonore qu'il aura écouté 2 fois. Un développement personnel à partir de la problématique exposée dans le document sonore. Et ensuite, pour terminer, le 3e exercice, un débat avec le jury. Donc vous voyez, c'est une passation qui va durer 30 minutes environ. Le candidat, il a 1 heure de préparation après les 2 écoutes et il a droit aussi au dictionnaire monolingue français-français. Pour ce premier exercice, compte rendu du document, du contenu du document sonore, donc il va écouter 2 fois un document authentique d'une quinzaine de minutes environ, donc un document assez long, authentique, avec plusieurs interlocuteurs. Et après la préparation, eh bien, le candidat devra présenter en 5 à 10 minutes, ça dépendra de la densité du document, eh bien, le contenu du document sonore, mais pas de n'importe quelle manière, de manière synthétique, hein, dans un ordre et selon une structure logique et efficace pour faciliter toujours l'écoute pour le destinataire, hein. Le candidat C1 devra toujours faciliter l'écoute du destinataire, donc il ne devra présenter ce contenu de manière synthétique et selon un ordre efficace, hein. Donc les principaux savoir-faire attendus sont comprendre précisément un document sonore long. Il ne faudra pas faire bien sûr de contresens, hein. Il faudra dégager les idées principales, les idées significatives, le point de vue des locuteurs. Et le 3e point est important, restituer ces idées de manière objective, hein, sans altérer les idées, de manière concise et de manière structurée afin de faciliter l'écoute de l'auditeur. Là aussi, c'est une tâche complexe, hein. Donc pour cette réalisation de la tâche de cette première tâche, l'examinateur va vérifier que le candidat restitue la majorité des informations principales et des points de vue du document, sans les altérer, sans introduire d'éléments personnels et en les synthétisant. Et le candidat doit présenter, on va vérifier aussi si le candidat présente les idées du document d'une manière organisée et facilitante. Alors ici, qu'est-ce qu'on constate? Le candidat rencontre souvent le document de manière linéaire. Le journaliste a demandé ta ta ta, l'invité a répondu ta ta ta, le journaliste a ensuite posé une question sur ta ta ta. Donc vous voyez que cette présentation, elle va devenir monotone, pas efficace et l'examinateur, il va perdre le fil en fait, hein, il va pas avoir envie d'écouter. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire, dire à vos élèves: «Imaginez que l'examinateur n'a pas
entendu le document sonore. Donc vous allez lui présenter ce document en, de manière, synthétique, hein, de manière à lui faciliter l'écoute et hem et à le captiver aussi, hein, dans la manière dont vous allez le faire. Et le candidat, il devra présenter les intervenants. Quelquefois, il y a toujours des intervenants et quelquefois le candidat n'en parle pas. Or, ces intervenants ont été invités parce que justement, ce sont des experts qui ont une idée, particulière du sujet. Et donc il faut vraiment, que le candidat explique, en qualité de quoi, ces intervenants ont été invités à l'émission et quels sont leurs points de vue. Est-ce qu'ils sont d'accord entre eux? Est-ce que quelquefois justement, il n'y a pas des désaccords entre les experts? Hein, voilà, il doit rendre compte, de tous ces points-là, en mettant donc en relation, hein, les informations. Et si on regarde là notre descripteur de performance pour cette première tâche et on voit que, en dessous du niveau, ciblé, le candidat, s'il omet certaines parties, du document, s'il altère certaines parties et il se limite ensuite également à une restitution linéaire des informations, eh bien il aura, l'examinateur devra, lui attribuer, en dessous du niveau ciblé, hein. Il faut qu'il restitue la majorité des informations et des points de vue du document, même s'il y a quelques imprécisions, hein, au niveau C2 et la présentation doit être globalement bien structurée. Alors même s'il manque quelquefois d'élaboration de variété pour le niveau C2 et le niveau C2+, eh bien, le candidat va savoir restituer de façon précise et fidèle l'ensemble des informations importantes en hiérarchisant les idées, hein. Les plus importantes seront mises en relief. La présentation va suivre une structure logique efficace et les structures organisationnelles élaborées, nombreuses et variées, facilitent l'écoute pour le destinataire. Deuxième partie, donc le développement personnel à partir de la problématique exposée dans le document sonore. Donc le candidat, il est invité à défendre clairement son point de vue personnel sur une problématique donnée qui est liée au document sonore. Cette partie dure environ 10 minutes et le candidat a 2 sujets au choix. Alors voyons par exemple les 2 sujets ici. Voilà un exemple de sujet. Donc sujet 1, lors du congrès des sports et des héros, vous prenez la parole en tant que passionné de sport. Vous êtes tout à fait d'accord avec Georges Vigarello. Vous pensez que les champions sportifs sont, comme ils l'étaient dans l'Antiquité, des héros et que le rôle qu'ils jouent dans la société actuelle est nécessaire et bénéfique. Vous illustrerez votre position en nourrissant votre réflexion d'exemple. Deuxième sujet, lors d'une émission de radio à laquelle vous prenez part en tant que responsable d'un club sportif, vous avancez que les médias n'accordent pas assez d'attention au sport individuel. Vous déplorez que le sport entraîne certaines dérives, comme le dopage, et devienne une industrie dont les bénéfices ne profitent qu'à quelques privilégiés. Vous étayez votre raisonnement en vous basant sur des exemples. Donc, la consigne pour le candidat, vous aurez soin de présenter en une dizaine de minutes idées et exemples pour étayer votre propos et d'organiser votre discours de manière élaborée et fluide, avec une structure logique et efficace qui aidera le destinataire à remarquer les points importants. Donc, quand vous allez préparer vos élèves, vous allez leur demander là de repérer aussi encore le rôle qu'ils vont endosser et la position qu'ils vont devoir adopter. Donc, dans le sujet 1, eh bien, le candidat, c'est un passionné de sport. Dans le sujet 2, il est responsable d'un club sportif. La position pour le sujet 1, eh bien, les champions sportifs jouent un rôle nécessaire et bénéfique. Et dans le sujet 2, eh bien, vous déplorez que le sport entraîne certaines dérives, hein,
et devient une industrie. Donc vous voyez, la position est différente. Donc le candidat va pouvoir choisir le sujet qui convient le mieux à sa propre pensée et il devra donc endosser son rôle. Donc ici, l'examinateur va vérifier si le candidat endosse bien le rôle qui lui est attribué, s'il présente un exposé argumenté en lien avec le sujet choisi, s'il utilise des idées et arguments personnels et diversifiés, et s'il organise ses idées pour en faciliter la compréhension, hein, fond et forme. Alors souvent, eh bien, le point de vue manque de développement. On constate souvent peut-être que le candidat a passé plus de temps à préparer le compte-rendu du document sonore et peut-être moins de temps à préparer le point de vue argumenté qui est pourtant important. Et donc là, il faut qu'il sache que le document radiophonique qu'il aura écouté, il lui sert de support, hein, et donc ça va lui permettre de s'impliquer, de s'engager, de jouer un rôle. Il faut vraiment qu'il se mette là encore dans la peau du qu'on lui demande de jouer, hein. C'est un rôle qu'il doit endosser et là encore, il n'est plus candidat, il doit jouer ce rôle, hein, dans une situation de colloque, de table ronde, de débat radiophonique, de droit de réponse. Il faut peut-être faire ce jeu de rôle en classe pour habituer le candidat à jouer ce rôle pleinement. Et la troisième partie, eh bien, ce sera le débat avec le jury. L'examinateur aura pris des notes pour pouvoir poser des questions. Et donc là encore, il s'agit d'un débat authentique, hein. L'examinateur et le candidat tiennent un débat authentique autour des questions abordées dans l'exercice 2. Le candidat doit prendre part de manière maîtrisée et interactive à un débat sur les questions abordées dans le document. Il doit démontrer qu'il est capable de réagir aux commentaires et aux contre-arguments avec aisance, spontanéité et pertinence pour préciser ou nuancer sa position de manière convaincante. Et cette partie dure de 10 à 15 minutes. Donc ici, l'examinateur va vérifier si le candidat s'est justifié, confirmé, nuancé son point de vue et s'il sait gérer un questionnement complexe. Parce que l'examinateur va le pousser dans ses retranchements. C'est son rôle. Et il va vérifier si le candidat aussi élargit le sujet du débat ou s'il le ressent si nécessaire. Donc, là, ben, même chose, hein, que tout à l'heure, c'est que le candidat se contente de répondre aux questions les unes après les autres de manière passive. Donc j'insiste, le candidat doit pouvoir aller plus loin, élargir le débat, prendre l'interaction à son compte, il doit la conduire, hein, il doit prendre de l'initiative et si possible, il doit apporter aussi de nouvelles pistes de réflexion. Il est vraiment individu face à l'examinateur, autre individu, ce n'est plus, le rôle examinateur, candidat. Pour le lexique, alors ici, les éléments qui vont différencier le candidat C2 du candidat C1, c'est que le candidat C2 a une connaissance encore plus fine de la langue. Il fait preuve de encore plus de souplesse pour choisir les expressions les plus appropriées et il est capable de commettre encore moins d'erreurs qu'un candidat C1. Mais l'examinateur n'attend pas non plus la perfection, hein. Candidat C2 peut commettre encore des erreurs. Pour la morphosyntaxe, hein, comme le candidat C1, le candidat C2 doit maintenir un haut degré de correction grammaticale et la différence entre les deux niveaux tient dans l'idée de souplesse, c'est-à-dire l'aptitude du locuteur à varier la formulation, à mobiliser une grande étendue de forme et de structure grammaticale pour modaliser et nuancer le discours, hein, opposition, restriction, concession, des formules d'atténuation, etc. Donc on demande encore plus de souplesse qu'au niveau C1. Et pour le système phonologique, alors la compétence du locuteur de niveau C2 s'apparente à celle du locuteur C1. L'intonation et la prononciation doivent être claires et naturelles. On va parler d'aisance et de fluidité, une capacité à moduler l'intonation pour mettre en valeur les éléments importants, hein, et exprimer de fines nuances de sens, mais elle est encore plus aboutie qu'au niveau C1. Le degré de maîtrise permet de faciliter le maintien de l'attention de l'interlocuteur.
Passons maintenant pour terminer à compréhension et production écrite. Le candidat C2 doit produire un texte à partir d'un dossier de documents d'environ 2000 mots. Il a 3h30 et il dispose d'un dictionnaire monolingue français-français. Donc ici, il doit produire un texte à partir d'un dossier. Alors, qu'est-ce que c'est ce dossier? En quoi consiste le dossier? Ce sont des articles de presse, des textes d'idées, hein, ce sont des textes argumentatifs et des documents iconographiques également. Donc il s'agit de documents authentiques, donc des dessins de presse ou des graphiques, ou voilà, ici sur les vertus de la paresse. Donc le candidat a ici aussi 2 sujets au choix et il doit écrire 700 mots minimum. Donc voilà, par exemple, cet exemple de sujet. Sujet 1, vous travaillez pour le magazine mensuel d'une entreprise francophone. Vous êtes chargé de la rédaction d'un article intitulé «Redonner du sens au travail». À l'aide du dossier joint et d'arguments personnels, vous rédigerez un texte structuré dans lequel vous exposerez les bienfaits du travail. Vous mettrez cependant vos lecteurs en garde contre un investissement inconditionnel qui pourrait nuire à leur vie personnelle. Sujet numéro 2. Vous étudiez les sciences humaines dans un pays francophone et vous devez rédiger pour le journal de l'université un article sur la place du travail dans notre société. Tout en reconnaissant que le travail peut être source d'épanouissement, vous pensez qu'il faut relativiser sa place dans nos sociétés au profit d'autres activités. En vous aidant du dossier joint et d'apports personnels, vous rédigerez un texte structuré dans lequel vous présenterez dans un style approprié votre point de vue. Vous le justifierez de manière argumentée et convaincante. Et vous devinez donc qu'est-ce qu'on va d'abord faire avec nos élèves? Eh bien, on devra d'abord définir qui est le candidat, quel type d'écrit il doit rédiger et quelle prise de position il doit adopter. Dans le sujet numéro 1, le candidat travaille pour un magazine mensuel d'une entreprise francophone. Et dans le sujet numéro 2, c'est un étudiant en sciences humaines. Quel type d'écrit il doit rédiger? Sujet numéro 1, il y a un article donc dans le magazine mensuel de l'entreprise, un article sur redonner du sens au travail. Et dans le sujet numéro 2, c'est rédiger un article dans le journal de l'université. Et la prise de position n'est pas la même. Dans le sujet 1, c'est oui, les bienfaits du travail, mais il faut mettre en garde contre un investissement inconditionnel. Et sujet 2, c'est il faut relativiser la place du travail dans nos sociétés, même si ça peut être une source d'épanouissement. Voilà, donc là encore, le candidat va pouvoir choisir le sujet qui convient le mieux à sa propre opinion. Et il devra donc écrire un texte de 700 mots et le correcteur va vérifier donc si le candidat produit bien un texte argumentatif long en adoptant l'identité, la perspective imposée par la consigne, hein, par le sujet qu'il aura choisi, et est-ce qu'il aura su sélectionner les informations pertinentes du dossier en fonction de la perspective de la consigne en y intégrant des apports personnels, hein. Donc il devra piocher dans les documents des informations, mais il devra aussi intégrer des apports personnels. Toujours ces apports personnels qui sont indispensables. Les difficultés de candidat, le dossier quelquefois est trop faiblement exploité par le candidat, toujours la même histoire, le manque d'apport personnel et souvent des éléments anecdotiques qui priment au détriment d'une prise de position nuancée. C'est-à-dire quelquefois on a des productions qui sont trop descriptives et pas assez argumentatives. Attention, au niveau C2, on va au-delà de la description. Il peut y avoir bien sûr des parties descriptives d'une situation, mais il faut absolument ne pas oublier qu'il s'agit d'un essai argumenté. Donc il faudra apprendre, nos élèves à sélectionner des informations les plus pertinentes du dossier.
Il faudra qu'il apprenne à enrichir un texte avec des idées personnelles et bien sûr, il faudra, qu'il soigne la langue puisque, s'il, veut nuancer, s'il veut rentrer, dans le détail, de l'argumentation, seule une langue, élaborée pourra, y réussir à cette é à cette nuance, à ces nuances. Et donc il lui faut un style approprié. Pour la cohérence et cohésion, le correcteur vérifiera, eh bien là, si le candidat fait preuve d'une grande aisance dans l'emploi des outils d'organisation du discours. Donc on doit trouver obligatoirement des outils d'organisation du discours. Est-ce que la hiérarchisation des idées adoptée par le candidat est pertinente? Est-ce que la mise en page, l'agencement des paragraphes, la ponctuation sont adéquats? Est-ce que la conclusion est appropriée? Alors bien sûr, vous l'aurez deviné, ici pour la cohérence et cohésion, la difficulté se situe dans le fait de devoir structurer un texte beaucoup plus long qu'au C1. Au C1, l'essai, c'était 250 mots. Ici, il s'agit d'écrire 700 mots minimum. Donc c'est beaucoup plus long et c'est là la difficulté de cet essai de C2. Donc il faut absolument que le candidat se familiarise avec des textes longs. Il faudra qu'il lise des textes longs. Il faudra qu'il en repère la trame, la structure, les connecteurs. Il faut faire ce travail d'observation avant de produire. L'adéquation sociolinguistique. Ici, le correcteur va vérifier si le candidat endosse le rôle qui lui est demandé. Vous savez, dans le sujet qu'il aura choisi. Il faudra, que le candidat, maîtrise l'effet à produire sur ses lecteurs, hein, qu'il implique, il doit interpeller les personnes auxquelles il s'adresse, il doit adopter un ton engagé. Et puis le correcteur va vérifier aussi si le candidat maîtrise les registres. Il est capable de maintenir un style approprié aux circonstances sur l'ensemble de la production. Donc ici, qu'est-ce qu'on observe? Alors le candidat ne tient pas toujours compte de son interlocuteur, il ne l'implique pas assez, hein, c'est souvent le cas, ou alors il l'implique mais de manière, maladroite. J'ai pris ici 3 exemples en fait de maladresse. Vous voyez ici par exemple les dirigeants politiques, notamment les membres du G8, n'ont toujours pas l'air d'avoir pris conscience du réel danger de la situation. Donc vous voyez que cette formulation est, maladroite, hein, plutôt familière. Dans le deuxième exemple, nous sommes ici pour vous présenter le nouveau forum dédié aux personnes âgées. Donc là, il me semble que c'est plus une harangue, orale, hein, pour un auditoire présent plus qu'un essai argumenté. Et puis, on trouve aussi, des formules orales, hein, qui sont inadéquates, dans le C2. Il faut vraiment, bannir toutes les formules, orales. C'est une langue soignée, un français soigné, élaboré. Ceci dit, il n'est pas facile de connaître ce que peuvent nos papis, nos mamies, des fois en étant occupés. Vous voyez que cette manière de parler est orale et n'est pas adéquate ici pour cet exercice de C2. Donc il faut apprendre à adopter le ton engagé, mais approprié. Engagé, hein, ça ne veut pas dire un tract, hein. Il faut que ce soit dans la souplesse, dans le style approprié, parce que le candidat C2, il est capable de cette souplesse. Il faut que, cette maîtrise de l'effet à produire sur les lecteurs constitue, une différence nette, hein, avec le niveau, C1. Il faut chasser les tournures orales et bien sûr, ce critère renvoie notamment au descripteur de compétences du cadre européen qui caractérise la souplesse. Niveau C2, c'est ce terme souplesse qui est très important. Pour le lexique, le correcteur, il va valoriser, enfin le lexique, hein, si vous voulez, on va vérifier la même chose que pour, l'oral, hein. C'est les mêmes, niveaux d'exigence. Mais, à l'écrit ici, on va valoriser,
la présence d'expressions idiomatiques, mais à condition qu'elles soient bien utilisées. Attention aux expressions idiomatiques, souvent elles sont familières, elles ne sont pas toujours utilisées à bon escient, ou alors il y en a une toutes les 2 lignes, il y en a ça sature le texte et ça va pas. Donc à utiliser avec, modération et à bon escient. Attention à ne pas recopier des passages entiers des documents parce que ça, ce sera sanctionné. Et attention aussi, aux erreurs de maîtrise, lexicale, puisque les petites, bévues acceptées au niveau C1 ne sont plus acceptées ici. La marge de tolérance, hein, elle est beaucoup plus réduite. Concernant la morphosyntaxe, qui est aussi, les mêmes descripteurs que pour la production, orale, mais, l'attention, hein, la marge de tolérance, hein, est encore, plus réduite qu'au niveau C1. Et là, vous voyez qu'on retrouve, notre mot, souplesse, puisqu'on évalue en particulier la capacité du candidat à reformuler ses idées sous des formes linguistiques variées et avec souplesse. L'élaboration des phrases, la variété des formes et des structures employées, la capacité à nuancer et à moduler le discours. Donc voilà ce qu'on va, regarder, la capacité à nuancer, à moduler le discours avec souplesse. Et voilà, c'est terminé, voilà vos outils. Donc vous avez, des informations supplémentaires sur le site du CNE www.delf-dalf.es. Sur le site de France Éducation Internationale, vous avez, la présentation des examens, des conseils, des exemples, de sujets et le manuel du candidat. Vous voyez là, qui est sur, votre écran. Ici, c'est le manuel du candidat du TALF C1. Il existe aussi celui du TALF C2. Et j'ai mis ici aussi l'inventaire linguistique et des contenus des niveaux du cadre qui peuvent vous aider notamment pour le niveau C1. Et puis vous avez, n'oubliez pas, les livres de préparation proposés par les maisons d'édition avec des exemples et des activités qui pourront, vous aider dans la préparation de vos élèves. Je vous remercie pour votre attention. Je vais fermer ma présentation et répondre à vos questions si vous en avez. Merci Annette, merci pour ta présentation. Et maintenant, on passe à la partie des questions. N'hésitez pas à poser vos questions sur l'onglet Preguntas y respuestas. On est là, quelques minutes pour répondre à vos questions. Première chose, je vois qu'il y a eu quelqu'un qui a c'était pas une question, c'était une remarque sur la partie que tu as parlé de la synthèse d'Alcéan. C'est la compétence pragmatique plus de points que la compétence linguistique, donc la capacité à communiquer en français, comme moins que le côté exercice scolaire. La remarque qu'a fait quelqu'un, je ne sais pas si tu veux. J'ai pas bien compris la remarque. C'était que la compétence pragmatique donne plus de points que la compétence linguistique. Oui. Donc, la capacité à communiquer en français compte moins que le côté de exercice scolaire. Je veux dire, La jouer. capacité à communiquer, c'est ça, c'est faire la synthèse, justement, c'est le côté pragmatique, hein. C'est ça. C'est plutôt que le côté pragmatique. Oui. qu'on- Le côté linguistique, c'est le lexique et la morphosyntaxe. Donc tout le reste, c'est le côté pragmatique. C'est-à-dire, côté pragmatique, c'est, mettre en œuvre les actes de parole. Donc là, en l'occurrence, c'est fondre, 2 documents en un seul. Et c'est aussi, après la structure, hein. Il y a toujours, pour le pragmatique, 2 points. Mettre en œuvre les actes de parole demandés dans la consigne, donc ici, c'est faire une synthèse et le côté, cohérence et cohésion, c'est-à-dire l'organisation, du discours. Donc là, c'est croiser les textes, avec une mise en page facilitante.
Et Karine te pose une question. Une élève a l'intention de se présenter en juin 2024 et n'aura que 15 ans. Pourra-t-elle s'inscrire? 16 ans est l'âge minimum pour réaliser l'inscription ou l'âge recommandé? Alors c'est l'âge recommandé, elle pourra s'inscrire, si elle se sent prête, elle pourra s'inscrire. C'est un âge recommandé parce que vous voyez que ça demande une certaine maturité, mais on a déjà eu, des candidats qui ont 14 et 15 ans, hein, qui se sont présentés, au DALF C1 et C2. Elle pourra s'inscrire. Il y a quelqu'un qui demande si on va partager la présentation, se signaler qu'on est en train d'enregistrer le webinaire et on va partager notre webinaire. Vous allez recevoir un mail avec le lien de YouTube avec le webinaire et la présentation PDF. Et elle sera disponible sur notre chaîne YouTube, sur le site du CNED et aussi sur Twitter. Sur le site du CNE, vous pourrez le trouver à l'onglet, Se préparer. C'est préparé, il y a des infos pour les professeurs. Donc, vous pouvez trouver les autres webinaires aussi. Annette, est-ce que tu peux nous dire s'il est obligatoire de compter les mots à la production écrite C1? Alors qui le candidat, il est censé compter les mots, il vaudrait mieux puisque, il doit vraiment, ne pas dépasser, enfin être dans cette fourchette demandée par la consigne, donc il vaut mieux qu'il compte ses mots. D'ailleurs, on lui explique dans la consigne, comment on fait le décompte des mots, hein. C'est-à-dire, par exemple, où il y a des guillemets, c'est un seul mot. L'élève, c'est un seul mot parce qu'il y a une apostrophe. Mais si on dit les élèves, là, c'est 2 mots puisqu'il y a une séparation entre les et élèves, mmh. Mais de toute façon, le correcteur devra les recompter, pour vérifier parce que le candidat, pourrait ne pas mettre un chiffre exact et puisque s'il y a 241 mots, on va mettre 0, il faut vraiment bien recompter les mots, donc le correcteur le fait. Une autre question, quelle présentation est attendue pour écrire un rapport? Cette question trop vague, je peux pas répondre et on les consignes sont plus longues que ça, un rapport je comprends pas bien, c'est pour l'essai ou? Il y a normalement toujours des consignes avec, on est quelqu'un, on écrit à quelqu'un dans un type d'écrit donc dans un rapport, je sais pas, dans le monde du travail ou je sais pas. En général, c'est la consigne indique, hein, comment il faut travailler. Si c'est seulement, bah, comme un article, eh bien, on fait comme dans un article, on fait une introduction et on développe ensuite plusieurs, paragraphes. Il faut toujours faire avec du bon sens. Est-ce que tu as des conseils pour préparer des jeunes de première qui n'ont pas de maturité et de culture générale? C'est une question un peu dure. La préparation, elle va en passer beaucoup par la lecture, hein, donc la lecture, ça va enrichir leur culture générale, ça va enrichir, leur manière de s'exprimer. Il faut toujours leur faire lire avec des consignes, hein. C'est, repérer ça, repérer, tel, mot qui signifie enfin tous les synonymes de tel mot, repérer tous les connecteurs, repérer, le fil conducteur, heu, mais en tout cas, je dirais que ça passe par la lecture, l'observation, et petit à petit, après la maturité, ma foi, il faut essayer de leur faire acquérir des bons réflexes quoi, des bonnes habitudes de travail, finalement la synthèse, l'essai, c'est un travail, rigoureux. On introduit, on annonce ce qu'on va développer, on développe. À chaque fois qu'on change d'idée, on change de paragraphe. Enfin, voilà, il y a des méthodes, disons, à suivre.
mais petit à petit, hein, ouais, ça se fait pas en un jour. Maintenant, ce remarque de quelqu'un par une question, synthèse, sinon qui dit faire une synthèse, c'est pas quelque chose que la plupart des gens font au quotidien. Donc, rien à voir avec la capacité à communiquer en français. C'est un exercice plus facile pour les littéraires que pour des scientifiques. Et pourtant, ceux-ci peuvent communiquer aussi bien en français. Bon, alors là, je vais apporter une précision, c'est que, l'objectif, du DALF, c'est, être capable de suivre des études supérieures, dans un pays francophone. Or, les universités françaises tiennent beaucoup à cet exercice de synthèse parce qu'ils disent que quand on fait des études supérieures, il faut être capable de faire cet exercice, de synthèse. Par exemple, récemment, France Éducation Internationale a lancé une enquête auprès des pays, hem pour voir, justement si, les épreuves, écrites du DALF C1 pouvaient évoluer. Or, les universités ont fait savoir qu'ils tenaient à cet exercice de synthèse. Donc cet exercice de synthèse, va, être, Heu, va être là, enfin va continuer, les candidats d'Alpha C1 devront faire cet exercice de synthèse. C'est un exercice finalement, que l'on trouve dans le monde du travail, hein, quand on fait, plusieurs lectures et qu'on doit faire un compte rendu, un rapport ou, dans le monde du travail, on est amené à faire ce travail de synthèse. Donc, c'est à mon avis de toute façon, un travail intéressant. Elle demande si c'est aussi pour des études scientifiques qui demandent ce niveau-là. C'est pour les études universitaires en général que Oui, c'est pour les études, universitaires en général. Les universités, demandent le niveau B2, mais de plus en plus demandent, le niveau C1, aux étudiants étrangers, qui veulent rentrer, faire des études, enfin qui veulent rentrer dans une université française. Hem, mais ça dépend des études, hein, mais de plus en plus le niveau C1 est exigé, oui. Et alors, la question suivante, c'est est-ce qu'un niveau C1 est un niveau suffisant pour être prof de FLE? Alors là, moi je dirais que ça dépend, quel cours on va donner à qui. Ce n'est pas suffisant, pour donner, des cours, de préparation au DALF C1, par exemple. Il faut toujours au moins avoir un niveau au moins, N+1, pour pouvoir, enseigner au niveau, N, hein, mmh. Mais pourquoi pas, pour, enseigner à des élèves débutants, oui, oui, bien sûr. Mais là encore, ça va dépendre peut-être aussi de l'exigence de l'organisme qui va recruter. une autre question. Quel manuel recommandez-nous pour mieux préparer les élèves? Il y a des examens avec correction sur le CNED du DALF. Alors nous ne recommandons aucune, méthode. C'est au professeur de choisir, le matériel qui lui convient le mieux. Il y a beaucoup de bonnes choses partout. C'est au professeur de choisir son matériel. Donc nous ne faisons aucune, recommandation, spécifique. La personne qui posait la question tout à l'heure sur, la présentation qu'il fallait donner à un rapport a précisé un petit peu. Elle dit que pour le DALF C2 en juin, il fallait écrire un rapport sur les critères de recrutement des candidats dans les entreprises. Voilà, c'était pour apporter la précision. Il fallait faire un rapport sur, tu peux répéter? Les critères de recrutement des candidats dans les entreprises. C'était sur oui, j'ai, souvenir de Ça te ce dit quelque sujet. chose? Hem, alors là encore, il faudrait que je relise exactement, la consigne pour être plus précis. Le, mmh, le
la personne qui écrivait l'essai avait quel rôle? Je ne sais pas, est-ce que c'était quelqu'un qui travaillait dans une entreprise? Ça me Je sais pas. En tout cas, suivant le dossier aussi, sur lequel, on peut s'appuyer évidemment, bah, nous devons, je sais pas moi, nous devons, présenter un rapport, sur, le recrutement, heu nous allons, passer en revue les différentes méthodes mais pensons que notre entreprise peut-être doit faire évoluer, ses méthodes de recrutement. Donc nous allons, d'abord, bah, voir les méthodes de recrutement qui existent et quelles seraient les plus pertinentes pour notre entreprise. Voilà, enfin, je vous donne rapidement comme ça peut-être une introduction pour faire partir ce rapport. Je ne sais pas si je réponds au candidat, à ce professeur. Idem, est-ce qu'il existe des exemples de passage de l'oral niveau séance 2 pour se rendre compte sur pièce? Des vidéos de passation d'oraux? Oui, Heu, j'imagine. non, enfin ça existe on en visionne dans les stages d'habilitation, mais à ma connaissance, sinon ça n'existe pas. Alors peut-être qu'il y en a sur internet, parce qu'on trouve quelquefois ce genre de matériel, sur internet, mais Je crois que je ne les connais pas. je crois que demande faite par France Éducation Internationale. Alors France Éducation Internationale en fait, mais pour, les stages d'habilitation uniquement. Est-ce que pour les Erasmus, on exige également un C1 de français? Non, que je sache, c'est, B2 pour les Erasmus. Idemos. Il y a une question dit le candidat doit mettre un titre, un objet, attendant la présentation d'un rapport administratif. Ni C'était la titre ni suite. objet, ni C'était la titre ni suite de objet. la question sur le rapport. Ouais, ouais. Non, ni titre ni objet, non. Si il peut en mettre un, ça va pas ça va on va pas le sanctionner s'il en met un. Heu, mais s'il en met un qui est pas bien, ça va, mal prédisposer le correcteur. Donc mon conseil, c'est pas en mettre. C'est pas facile de mettre un bon titre. Avant, dans l'exercice de synthèse, on demandait ça aux candidats de mettre un titre et ça a été, enlevé ça. Alors certains en mettent, mais bon, c'est pas du tout demandé. Je ne sais pas si je comprends bien la question, je l'interprète, la personne qui l'a posée, me corrigera si je me trompe. Elle demande s'il y a des examens avec corrigé, disponibles pour les profs qui préparent au DALF C1 et si on peut les demander aux instituts français en Espagne, dans les villes, par exemple Malaga. Bon, il n'y a pas d'institut français à Malaga, mais on comprend à peu près, le sens de la question. Alors non, il y a pas de corrigé, hein. C'est-à-dire une synthèse qui serait toute faite. On Moi, je ne recommande même pas en fait, je ne recommanderais pas ça parce que, des synthèses, il peut y en avoir, p plusieurs. Il n'y a pas qu'une synthèse à partir de documents et donc, donner un corrigé, donner une synthèse comme exemple, ce serait enfermer en fait le professeur dans ce schéma de synthèse. Or, beaucoup de synthèses peuvent être très pertinentes. Il y a pas vraiment pas du tout une seule façon de faire une synthèse. Il faut vraiment que, enfin le correcteur évalue vraiment, la pertinence de la synthèse faite par le candidat et elle peut être multiforme. Donc, moi je ne conseillerais pas, de corriger de synthèse, non.